Après 15 ans de mariage, ma femme m'annonce qu'elle me quitte pour son ex, ne m'ayant jamais vraiment aimé. Le lendemain, son avocat m'appelle, la voix tremblante, pour connaître les détails de notre dernière conversation. 15 ans de vie commune réduits à une phrase jetable entre deux bouchées de saumon grillé. Clara n'a pas bronché. Elle a même souri comme si elle libérait enfin un secret qu'elle répétait devant son miroir depuis des semaines. Puis elle a ajouté avec un calme stupéfiant, « Je ne t'ai jamais vraiment aimé, Julien. » Je l'ai regardé pendant une seconde, non pas parce que je ne comprenais pas ses mots, mais parce que j'étais légèrement impressionné par la mise en scène. Elle avait attendu notre anniversaire. Elle avait mis la robe que je lui avais achetée 2 ans plus tôt. Elle s'était assurée que notre fille était partie pour le week-end. Et puis, elle m'a poignardé avec un scalpel émotionnel si aiguisé qu'il n'a même pas saigné immédiatement. J'ai posé ma fourchette, lissé ma serviette, et j'ai hoché la tête, « Alors tu devrais partir. » Pas de cris, pas de mélodrame avec des chaises qui grincent. Juste le clic sec de la finalité. Elle a cligné des yeux, décontenancée par l'absence de confrontation. C'était ce qu'elle voulait, du drame, une colère, une scène, quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme arme plus tard. Mais je ne lui ai pas donné cela. Je lui ai offert le silence. C'est ce qui a brisé son élan. Elle s'attendait à l'ancien Julien, le patient, le rasoir, le pourvoyeur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait d'activer une version complètement différente de moi, une version qu'elle n'avait jamais rencontrée et qu'elle n'allait pas apprécier. De retour à la maison, elle s'est agitée comme une adolescente qui vient de gagner sa rupture, faisant ses valises bruyamment, passant des appels passifs-agressifs sur haut-parleur, riant faussement aux blagues de son ex. Mon Dieu, la voix de cet homme ressemblait à un évier bouché. Elle m'a croisé dans le couloir en traînant une valise, comme si elle jouait dans son propre téléfilm dramatique. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit, « J'imagine que je vais enfin récupérer la moitié de tout. » Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine, les bras croisés, et je l'ai regardée quitter la vie que je pensais comprendre. Elle pensait avoir fait exploser une bombe. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que c'était moi qui avais allumé la mèche il y a 7 ans. Maintenant, avant que je ne continue et que l'histoire ne s'améliore, vous devez savoir une chose. Plus de 90% des personnes qui écoutent des histoires comme celle-ci ne s'abonnent jamais. Et honnêtement, ce petit geste motive l'équipe plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, si vous êtes toujours là, pensez-y. Nous l'apprécions plus que vous ne le pensez. Quoi qu'il en soit, je suis resté dans la cuisine pendant un moment, non pas pour digérer mon chagrin. Je passais en revue les protocoles. Quand Clara dit « la moitié de tout », ce qu'elle veut vraiment dire, c'est la moitié de ce qu'elle suppose exister. Elle n'a aucune idée de la fiducie, des entités imbriquées, des transferts de propriété qui se produisent automatiquement lorsqu'un conjoint quitte volontairement le domicile conjugal. C'est comme regarder quelqu'un sauter d'un avion avec un parachute qu'il a emballé lui-même, sans réaliser que j'avais discrètement changé la poignée d'ouverture. Je suis allé dans mon bureau, j'ai allumé la lumière et j'ai sorti un petit coffret noir que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvait une clé USB, des documents notariés, la convention postnuptiale originale et la lettre d'activation non signée. Jusqu'à présent. Je me suis assis, j'ai pris un stylo et j'ai écrit une seule phrase, à 22h47, la conjointe Clara Beaumont a volontairement quitté la résidence commune avec l'intention de mettre fin au mariage. Clause 7U activée. Signature, date, téléversement, chiffrement. Au moment où son Uber a quitté l'allée, elle était déjà une invitée dans un monde qui ne lui appartenait plus. Mais elle ne le savait pas encore. Elle pensait m'avoir humilié, me laissant à bout de souffle dans les décombres émotionnels. Ce qu'elle avait réellement fait, c'était d'ouvrir la porte du seul jeu dans lequel je suis meilleur que quiconque, la structure. Et demain serait le premier mouvement. La porte ne s'est pas refermée avec fracas. Elle a cliqué, silencieuse, définitive, comme la porte d'un coffre-fort qui se ferme. J'ai attendu exactement 13 secondes après le bruit, juste assez longtemps pour entendre les pneus de l'Uber crisser sur le gravier de l'allée. Puis je suis allé dans mon bureau. Pas sur un coup de tête, pas par colère. Je n'avais plus d'émotion à consacrer à Clara. Je n'étais pas en colère. J'étais libéré. La lampe de bureau s'est allumée d'une lueur chaleureuse. Familière, immuable, contrairement à elle. Séquence de démarrage de l'ordinateur portable, déchiffrement par clé locale,
confirmation biométrique. Le bureau s'est chargé comme s'il s'était entraîné pour ce moment. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Pendant 7 ans, je décidais de construire des mesures de secours comme un homme qui empile des sacs de sable avant un ouragan. Clara avait toujours supposé que j'étais obsédé par la paperasse parce que j'étais de la vieille école, que j'aimais le contrôle, que j'étais ennuyeux. Elle ne s'est jamais rendu compte que j'étais en train de bâtir une forteresse. J'ai navigué jusqu'à mon organigramme d'actifs, un schéma privé et chiffré qui ressemblait à une toile d'araignée ayant fait des études de droit. Chaque SCI, chaque société holding, chaque accord d'associés passifs, tout était légal, tout était à moi, tout était conçu pour passer en mode d'exécution complète sur un simple déclencheur. Je l'ai trouvé. Clause 7U, déclenchement par abandon conjugal. Le départ volontaire d'un conjoint du domicile conjugal avec l'intention de dissoudre l'union initie l'isolation des actifs. La fiducie exécute le transfert des titres de propriété à une entité de gestion privée sous le contrôle du constituant principal, moi-même, et révoque les droits du conjoint en vertu de la convention postnuptiale signée. Tout ce que j'avais à faire, c'était de cliquer sur exécuter. Et c'est ce que j'ai fait. Un seul clic, pas de drame, juste une barre de progression verte glissant silencieusement sur l'écran. La maison, sous le nom de la SCIJ Holdings, interdit désormais formellement l'occupation par des tiers sans le consentement du constituant. Les comptes de courtage ont été réassignés, la bénéficiaire supprimée. Sa voiture, celle que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire, a été transférée à la fiducie en tant qu'actif de garantie, libérée sous un titre de flotte d'entreprise. Qu'elle vienne contester la propriété avec un numéro de série, VIN, qui ne correspond pas à son assurance. Chaque élément qui ressemblait à une vie partagée avait toujours été mien, simplement enveloppé dans un plus joli papier. Elle ne s'est jamais demandé comment l'emprunt immobilier avait disparu ni comment la résidence secondaire n'était qu'une formule à temps partagé. Elle n'a jamais cherché à savoir pourquoi j'étais si diligent avec les pièces justificatives et les audits trimestriels. Même à la retraite, Clara pensait avoir épousé un homme qui avait peur du chaos. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait épousé un homme qui s'était préparé à la trahison. J'ai ouvert le second coffre-fort, j'ai sorti l'enveloppe scellée marquée Activation CB. À l'intérieur se trouvaient 4 choses, la convention postnuptiale originale, un affidavit notarié qui avait expiré 3 ans plus tôt, une clé USB contenant les journaux d'activité horodatés et une lettre finale adressée à son avocat, restée non signée jusqu'à présent. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit 3 mots au bas de la page, veuillez procéder ainsi. Je l'ai signé, daté, remise dans l'enveloppe, et je l'ai placé dans la boîte d'envoi. Puis je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé le plafond. Ce n'était pas la première fois que j'imaginais ce moment, mais j'admets qu'il s'est installé avec un silence plus lourd que ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas du chagrin, juste de l'absence, comme lorsqu'un appareil bruyant s'éteint soudainement et que l'on réalise à quel point il avait toujours été bruyant. Pendant 15 ans, Clara a rempli la maison de petites exigences et de plaintes ordinaires. Elle maîtrisait le soupir passif, cette façon de dire, sérieusement, Julien, comme s'il s'agissait de sa ponctuation préférée. Désormais, la maison était silencieuse et j'avais enfin l'espace pour réfléchir. Un par un, j'ai vérifié l'état de chaque verrouillage. Résidence principale réassignée. Compte financier redirigé. Passif conjoint annulé par l'activation de la clause. Compte numérique, double authentification activée, accès révoqué. Elle pouvait encore se connecter à Netflix. Je lui ai laissé cela. Je ne suis pas un monstre. Et puis, juste avant minuit, j'ai exécuté une dernière commande. Notifier l'avocat, structure active. Le téléphone de mon avocat vibrerait à 8h01. Pas avant. Il y trouverait les documents signés, les journaux d'activité, la vidéo horodatée de la caméra de l'entrée montrant son départ. Pas de drame, juste de la structure. Ce n'était pas de la vengeance. Pas encore. C'était de l'architecture. Demain serait le jour où elle essaierait de faire couler le sang, mais elle se rendrait compte que les couteaux n'étaient plus entre ses mains. Le lendemain matin, je préparais du café quand mon téléphone a vibré. Ce n'était ni un appel ni un message. C'était une alerte d'un outil privé de veille sur les réseaux sociaux que j'avais mis en place il y a des années, à l'origine pour suivre les mentions d'entreprise lorsque j'étais encore actif dans le monde de l'audit. Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'avais oublié que j'avais laissé ces profils sur la liste. Et elle était là. Une publication publique avec une image,
Clara se blottissant contre son ex, Stéphane. La crise de la cinquantaine ambulante. Ses bras étaient drapés autour d'elle comme s'il avait gagné un prix. Tous deux tenaient des coupes de champagne, souriant comme lors d'un bal de promo, mais avec du botox et des maux de dos. Légende, le véritable amour retrouve toujours son chemin. Trinquons au fait d'être enfin libre. Publié à 9h27. J'ai fixé l'image pendant 1 minute entière. Non pas parce que cela faisait mal, non pas parce qu'elle me manquait, mais à cause de l'horodatage. 9h27. Et pas aujourd'hui. Hier. Environ 3 heures avant notre dîner d'anniversaire, avant le saumon. Avant ce, je ne t'ai jamais vraiment aimé. Avant les fausses larmes et la valise bouclée. Elle avait pris cette photo avant même de me le dire. Pendant que j'étais chez le fleuriste à choisir les roses, ces mêmes roses qu'elle a prétendu admirer au dîner avant de m'éventrer en 3 phrases. Cette photo, cette légende satisfaite, ce n'était pas seulement de mauvais goût, c'était un champ de mine juridique. J'ai ouvert la convention postnuptiale et je suis allé à la clause 9b, abandon prémédité avec intention de frauder le fiduciaire conjoint. La clause comportait un seuil, une préméditation démontrée par un comportement de tiers horodaté survenant avant le départ conjugal. Pourquoi? Parce que lors des négociations de l'accord, mon avocat avait posé une seule question, et si elle s'était détachée émotionnellement et restait simplement pour le paiement final? Nous avions donc inclus la clause. S'il apparaissait des preuves prouvant une intention de partir avant de m'en informer, et que cette intention impliquait une autre relation romantique ou des communications dissimulées, elle perdait tous ses droits sur la communauté de biens. Des preuves comme, par exemple, un selfie horodaté avec son ex. J'ai ouvert un outil sécurisé et j'ai téléchargé toutes les métadonnées EXIF de l'image. J'ai confirmé le GPS, le fuseau horaire, le modèle de l'appareil. J'ai téléversé le rapport dans mon registre de protection des actifs. Violation confirmée. La structure juridique venait de passer d'un bouclier passif à une arme active. Ce que Clara pensait être une célébration au champagne était en fait une signature. Elle ne s'en était simplement pas encore rendue compte. J'ai transféré l'image et ses métadonnées à mon avocat avec une seule ligne d'objet, activation de la clause 9b. Pas de corps de message. Il comprendrait. Puis j'ai cliqué sur les commentaires sous sa publication. 37 mentions j'aime. Quelques émojis cœur. L'appât à dopamine habituel. Un commentaire de sa meilleure amie, Mireille, tu mérites le bonheur. Cœur rouge, je te l'avais dit qu'il reviendrait. Mireille, la femme qui m'avait emprunté 5000 € pour des soins dentaires l'année dernière et qui ne m'avait plus jamais donné de nouvelles. Intéressant. Un autre commentaire plus bas a attiré mon attention. De la coiffeuse de Clara, attends, ça date d'hier matin. Je croyais que tu disais que tu hésitais encore sur ce qu'il fallait faire. Elle a répondu, ah, chut. Ne me balance pas. 1000% confiant que tout se passera bien. Larme de joie, balance-toi. Oh, ma chérie, tu l'as déjà fait toi-même. J'ai enregistré une capture d'écran, imprimé le fil de discussion et souligné la ligne ne me balance pas. Mon avocat apprécierait l'ironie. J'ai fermé le navigateur et je me suis adossé à mon fauteuil, regardant la vapeur s'élever de mon café. Une matinée calme, les oiseaux chantaient. Quelque part dans la ville, elle flottait probablement sur un nuage d'ego et de dopamine. Elle n'avait aucune idole de ce qu'elle venait d'activer. Vous voyez, quand la plupart des gens pensent à la trahison, ils imaginent des scandales de chambre à coucher, des SMS, des registres d'appels. Mais la véritable trahison n'est pas une question de sexe. C'est une question d'intention. C'est pour cela que la clause 9b avait été rédigée. Non pas pour attraper quelqu'un en flagrant délit d'infidélité, mais pour attraper quelqu'un en plein complot. Et maintenant, c'était Clara qui avait laissé des traces. Pas moi, pas Stéphane. Sa publication, sa légende, son mensonge, et maintenant son effondrement. Cela ne viendrait pas aujourd'hui. La précision ne fonctionne pas ainsi, mais cela viendrait, car dans mon monde, la seule chose plus dangereuse qu'une menteuse arrogante, c'est celle qui laisse un horodatage sur son crime. L'appel est arrivé juste dans l'après-midi. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif d'un cabinet d'avocats du centre-ville. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Monsieur Beaumont. La voix était jeune, excessivement cordiale,
provenant probablement de quelqu'un de fraîchement sorti d'un podcast sur la façon de révolutionner le droit de la famille. C'est Julien. Parfait. Je suis maître Sébastien Pascal, l'avocat engagé par votre épouse, Clara Beaumont. Je voulais vous contacter directement avant de procéder au dépôt formel. Son ton suintait une arrogance polie, celle qui accompagne des boutons de manchette sur mesure et une Tesla en leasing. Allez-y, ai-je dit en sirotant mon café. Je vais rédiger une demande de divorce pour rupture de la vie commune. Naturellement, ma cliente a droit à un partage équitable des biens matrimoniaux. Nous demanderons sa part légitime de la résidence principale, des comptes de placement et de tout véhicule possédé conjointement. Si vous avez un avocat, vous pouvez lui demander de me contacter directement. Mais j'ai pensé qu'un appel de courtoisie professionnelle pourrait faciliter les choses. Vous savez, pour éviter les drames inutiles. Son erreur n'était pas ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait. Il supposait que j'étais passif, un retraité confus, pris de court par les règles modernes du jeu. Un homme pris au dépourvu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais rencontré son associé principal 8 ans plus tôt lors d'un gala de charité. Nous avions discuté de la protection des actifs et de l'atténuation des risques. À l'époque, je n'étais que le mari silencieux de Clara. J'avais écouté. J'avais pris des notes. J'avais étudié le jeu. Et puis, j'en avais construit un meilleur. J'ai cliqué sur mes fichiers. J'ai fait glisser un document dans un nouvel email. Objet, affaire Beaumont contre Beaumont, note préliminaire jointe. Copie de la convention postnuptiale entièrement exécutée. Protocole de répartition des actifs. Schéma de structure de la fiducie. Journal d'activation du déclencheur de la clause 9b. Ensemble de preuves horodatées. Addenda de la publication sur les réseaux sociaux. Pas de corps de texte. Pas de signature. J'ai cliqué sur envoyer. L'appel était devenu totalement silencieux. Monsieur Beaumont, a-t-il finalement dit, la voix un peu mais nettement plus serrée. Vous devriez lire la pièce jointe, Sébastien. Je vais. Clic. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas insisté. J'ai juste attendu. 6 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Même numéro. J'ai laissé sonner un peu plus longtemps cette fois. Monsieur Beaumont, a-t-il dit, ressemblant maintenant à quelqu'un qui venait de regarder son cabinet marcher sur une mine terrestre. Oui, bonjour. J'ai parlé avec ma cliente avant de vous contacter. Elle m'a informé qu'elle n'était pas au courant de charges structurelles actives sur le patrimoine conjugal. Elle n'a pas mentionné de convention postnuptiale ou de fiducie. Non, elle ne l'aurait pas fait. Elle n'a jamais demandé. Écoutez, cela va nécessiter un examen interne. La fiducie, les clauses, la publication horodatée. Cela change beaucoup de choses. Exact. Un silence. Puis la voix est descendue d'un ton, frôlant la panique, à peine masquée par le jargon juridique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vous a dit hier? J'ai souri au téléphone. Enfin, elle m'a dit la vérité. Clic. Suivi. Je me suis adossé à mon fauteuil, regardant l'écran. L'email avait déjà été ouvert 5 fois, transféré 2 fois, consulté 1 fois depuis un appareil mobile. Triage juridique standard. Je pouvais imaginer la scène, Clara sirotant d'un air suffisant quelque chose avec des bulles pendant que son avocat lisait la clause à haute voix, sa mâchoire se serrant lentement à chaque phrase. Son visage se décomposant alors qu'elle réalisait que l'homme ennuyeux dont elle se moquait venait de verrouiller préventivement tout le champ de bataille. Je n'avais jamais eu besoin de gagner le combat. J'avais déjà retiré les armes. Elle pensait commencer une guerre. Elle ne s'était même pas rendu compte que les grilles étaient soudées. Et son avocat, il était sa première victime, un homme qui était entré en pensant avoir affaire à un retraité sans défense et qui en ressortait en tenant une grenade juridique dont la goupille était déjà retirée. La fiducie ne s'est pas contentée de me protéger. Elle a démantelé l'idée que cela serait équitable. Clara avait écrit un scénario dans lequel j'étais le mari traumatisé. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'en étais le monteur. Clara est entrée dans la banque comme si elle venait réclamer un prix. Un brushing frais, de grandes lunettes de soleil, une tenue juste assez décontractée pour suggérer qu'elle n'avait pas passé la matinée à pleurer dans l'appartement de son ex, ce qu'elle avait pourtant fait.
Mais maintenant, elle était en mission. Elle pensait commencer à reconstruire sa vie indépendante en vidant les comptes qu'elle supposait à moitié siens. Elle fredonnait même un petit air en entrant. La guichetière l'a d'abord accueillie chaleureusement. « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Je voudrais faire un retrait sur notre compte d'épargne joint et transférer une partie sur mon nouveau compte courant au nom de Clara Beaumont. » La guichetière a tapé sur son clavier, s'est interrompue, a plissé les yeux. « Je suis désolé, madame. Je ne vois pas votre nom sur ce compte. » La voix de Clara s'est faite plus tranchante. « Pardon ? Nous sommes dans cette banque depuis 15 ans. Cherchez encore. » L'employée semblait nerveuse à présent. « Ce n'est pas que le compte n'existe pas, madame. C'est que votre nom n'y est plus associé. » Les lèvres de Clara se sont pincées de colère. « C'est impossible. Je peux appeler le directeur de l'agence si vous le souhaitez. » « Oui, » a-t-elle répliqué sèchement. « Faites cela. » Elle est restée là, rigide, les bras croisés, regardant à travers la vitre le directeur, Thierry, un homme doux à la voix calme et n'ayant absolument aucune tolérance pour le drame, sortir avec un dossier à la main. Il lui a adressé un sourire triste, comme un médecin sur le point d'annoncer des résultats d'analyse. « Madame Beaumont, » a-t-il dit doucement. « Veuillez me suivre. » Ils sont entrés dans un petit bureau adjacent. Il a fermé la porte derrière eux. « C'est absurde, » a commencé Clara. « J'ai besoin d'accéder au... » Thierry a levé la main et a ouvert le dossier. « Je dois simplement vous montrer ceci. » À l'intérieur se trouvaient 2 documents notariés. Le premier, un formulaire de réassignation de bénéficiaire qui retirait son nom de tous les comptes principaux, déclenché par la violation de la clause 9 d'un contrat de mariage. Le second, une directive notariée datant de 6 ans, signée par moi et par Clara. Bien qu'elle l'ait manifestement oubliée, elle autorisait l'institution financière à transférer la pleine propriété au titulaire principal du compte, moi-même, en cas d'abandon conjugal confirmé par un conseiller juridique. La mâchoire de Clara s'est contractée. C'est forcément une erreur. Je n'ai jamais. Thierry a pointé sa signature du doigt. Vous avez signé ceci le 14 avril 2017, juste ici, en présence d'un témoin. Notre notaire, vous vous souvenez d'elle ? Vous aviez même plaisanté sur le ridicule de tout cela. Oui. Elle a fixé le papier comme s'il venait de la gifler. Puis sa voix est montée d'un ton. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai besoin de cet argent. J'ai des factures. J'ai un loyer. Je suis désolé, a dit Thierry, baissant la voix mais restant ferme. Les comptes ne sont plus à votre nom. Il n'y a rien à quoi vous puissiez accéder ici. Clara a frappé la table de ses 2 mains. Alors ouvrez d'autres comptes. J'étais sa femme. Il a fait glisser le dossier vers elle. Le document dit l'était, et il était le mot-clé. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol derrière elle. Vous pensez avoir gagné ? Vous ne pouvez pas me laisser sans rien. Mais le regard de Thierry lui disait tout ce qu'elle ne voulait pas entendre. Il ne la jugeait pas. Il avait pitié d'elle. Il n'a pas été nécessaire d'appeler la sécurité. Elle est partie d'elle-même. Pas de sortie dramatique, pas de dispute hurlante, juste une femme stupéfaite traversant le hall en remettant ses lunettes de soleil pour masquer la panique qui montait dans ses yeux. Dehors, elle s'est assise dans sa voiture, les mains sur le volant, respirant comme si on venait de lui vider les poumons avec un aspirateur. Pas d'argent, pas de filet de sécurité, et pas une âme sur qui crier pour arranger les choses, car c'était son propre nom sur le plan de sortie, sa propre trahison horodatée, sa propre signature sur la clause. Ce avec quoi elle était entrée, c'était de l'arrogance, la croyance que le divorce n'était qu'une négociation hostile avec un prix en espèces à la clé. Ce avec quoi elle était repartie, ce n'était rien. Pas un centime, pas un relevé bancaire, juste une fine ligne de sueur sur le front et la prise de conscience grandissante que ce ne serait pas la rupture propre qu'elle avait imaginée. C'était la guerre, et elle était déjà en train de la perdre. En milieu d'après-midi, Clara avait cessé de prétendre que les choses allaient bien. La banque l'avait prise au dépourvu. Son avocat avait cessé de répondre à ses messages, et même Mireille, son éternelle caisse de résonance, avait soudainement une mauvaise réception et un problème avec ses enfants. Mais Clara se disait que ce n'était qu'une phase, un contretemps mineur. Elle avait encore ceci, son petit refuge, l'appartement que Stéphane lui avait montré quelques semaines auparavant.
des équipements modernes, des lignes épurées, pas de photos encadrées de son passé ennuyeux. Juste un air nouveau, des bougies parfumées et les bouteilles de whisky de Stéphane alignées sur les étagères minimalistes comme des symboles de statut social. Son nouveau départ. Elle s'est garée le long du trottoir, toujours furieuse, mais planifiant déjà mentalement son retour en force. Elle enverrait un SMS à Stéphane. Il commanderait des sushis, ouvrirait peut-être une autre bouteille de champagne. Il publierait quelque chose de piquant sur Instagram pour rappeler au monde qu'elle n'était pas déstabilisée. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la porte. Un avis jaune était scotché sur le bois comme une gifle, bail résilié. Libérer les lieux sous 48 heures. Ses yeux ont parcouru la page. Cela ne venait pas du propriétaire, ni même de la société de gestion immobilière. C'était signé par SCIJM Immobilier. En plus petit caractère en dessous, gestionnaire d'actifs Gilles Beaumont. Son cerveau s'est arrêté. Elle a arraché le papier et a fouillé dans son sac à main, tapant frénétiquement sur son téléphone jusqu'à obtenir le gestionnaire immobilier en ligne. C'est forcément une erreur. J'habite ici. J'y vis depuis des semaines. Madame, la SCIJM Immobilier a émis une résiliation de contrat conformément à la clause discrétionnaire énoncée dans les conditions de bail de la société. Vous n'êtes pas la locataire principale. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? J'ai payé le loyer. Le locataire principal, Stéphane Maréchal, a été notifié. La résiliation émane de l'entité holding. Tous les frais sont annulés, mais le logement n'est plus disponible. Mais pourquoi? Qui est ce Gilles Beaumont? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je ne peux pas divulguer l'identité des propriétaires internes, madame. Mais elle n'en avait pas besoin. Les yeux de Clara sont tombés sur le coin inférieur de la vie. Il y avait là un petit logo en filigrane, la même police que j'avais utilisée pour l'identité visuelle de notre patrimoine familial, un gibet stylisé dans un carré. Julien Beaumont. Elle essayait encore d'assimiler l'information lorsque Stéphane a ouvert la porte derrière elle, un sandwich à la main, l'air de quelqu'un qui venait de se réveiller d'une sieste. « Chérie », a-t-il dit en clignant des yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui a flanqué le papier sous le nez. « Tu étais au courant de ça ?» Il l'a parcouru distraitement, puis à nouveau, mais plus lentement. « Attends. Je pensais que l'immeuble était géré par une agence appelée Pont Double. Apparemment, ils appartiennent à Beaumarc. » Il a levé les yeux, blême. « Attends, tu es en train de me dire que ton mari possède cet endroit. » Clara n'a pas répondu, parce qu'elle n'en savait rien, parce qu'elle n'avait jamais posé de questions. Elle avait été trop occupée à jouer les femmes libérées pour songer que tout son rebond amoureux s'était construit entre des murs que j'avais déjà payés. Les clés qu'elle portait appartenaient encore techniquement à une société holding enregistrée au nom d'une fiducie qu'elle n'avait jamais lue. Stéphane a reculé à l'intérieur, se frottant le visage. C'est un cauchemar. J'ai signé un bail d'1 an. Ils ne peuvent pas juste. Si, ils le peuvent, a-t-elle tranché. Apparemment, il le peut. Stéphane a marmonné quelque chose dans sa barbe et s'est retiré dans la cuisine. Pas d'étreinte réconfortante, pas de « je vais m'en occuper », juste du silence et de la distance. Ces paramètres par défaut lorsque les femmes haussaient le ton. Clara est restée sur le pas de la porte, serrant toujours l'avis de résiliation. Son nouveau départ confisqué. Son espace sécurisé révoqué. L'homme vers qui elle avait couru était déjà en train de vérifier ses emails au lieu de regarder son visage. Elle est sortie lentement, s'asseyant sur les marches en pierre de l'immeuble, les jambes tremblantes. Elle a regardé les voitures passer dans la rue, se demandant combien de choses qu'elle croyait encore siennes finiraient par ne plus l'être. Elle pensait s'être échappée vers quelque chose de nouveau. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que chacun de ses mouvements avait été cartographié à l'avance. Chaque pas en avant restait dans mon périmètre. Elle n'avait pas quitté le champ de bataille, elle s'y était enfoncée de manière évidente. Et maintenant, même les murs la trahissaient. L'appel est arrivé juste après minuit. Je savais qu'il arriverait. Julie avait toujours été la seule personne que Clara ne pouvait pas manipuler facilement. Mais le sang est plus dense que l'eau, et les filles ont toujours besoin d'explications. Papa, sa voix était prudente, pas froide. C'est ainsi que j'ai su qu'elle n'avait pas encore pris parti. Je viens de parler à maman. Elle ne va pas bien. Je n'ai rien dit.
Elle dit que tu as bloqué ses comptes, qu'elle n'a plus rien, que tu as planifié cela dans son dos depuis des années. J'ai pris une profonde inspiration, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix. Se tenant à cette intersection entre l'instinct et la vérité, elle dit que tu as ruiné sa vie. J'ai attrapé le dossier noir sur mon bureau, pas le dossier juridique. Celui-ci était plus mince, personnel. C'était la seule copie de la convention postnuptiale comportant des annotations à l'encre bleue faites spécifiquement pour Julie. Pour le jour de ses 18 ans où elle commencerait à poser des questions sur la gestion du patrimoine familial et sur la raison pour laquelle son nom ne figurait sur aucun actif conjoint. Section 12, ai-je dit. Elle a marqué un temps d'arrêt. Quoi? Section 12 de la convention postnuptiale. La clause sur les exclusions de bénéficiaires en cas de tromperie active ou d'abandon. Lila. Un autre silence. Tu peux me l'envoyer. Pas besoin. Elle est dans ta Dropbox, dans le même dossier que le récapitulatif de ton prêt étudiant. Le document s'appelle contingence-secours-complet.pdf. Tu l'as vu il y a 3 ans. Julie ne l'avait tout simplement jamais lu. Silence. Je l'ai laissé planer dans l'air. Écoute, a-t-elle finalement chuchoté. Je m'en fiche de l'argent. J'ai juste besoin de savoir si elle dit la vérité. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Alors ne nous écoute ni l'un ni l'autre. Regarde son téléphone. Commence par le mois d'août. Cherche le nom de Stéphane. Un autre silence. Je pouvais presque entendre son cœur battre à l'autre bout du fil. Tu savais? Je le sais depuis plus longtemps qu'elle ne le pense. Je l'ai entendu déglutir. L'appel s'est terminé peu après. Pas d'au revoir. Le lendemain matin, rien. Pas de SMS de suivi, pas de message vocal furieux, juste le silence, une loyauté plus discrète. Mais vers 18h30, j'ai reçu un unique email provenant de son adresse universitaire. Objet, je l'ai lu. Pas de corps de message, pas de signature, juste une pièce jointe en PDF. Des captures d'écran des messages de Clara avec Stéphane, j'ai hâte d'être libre de lui. J'en ai tellement marre de faire semblant. Je garde le contrat de mariage dans le tiroir de la chambre d'amis. Je pense que je peux lui faire signer une révision si je l'attrape quand il est fatigué. S'il meurt, tout va à Julie, ce qui me va. De toute façon, elle partagera avec moi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle l'avait déjà fait. Clara a dû ressentir le silence avant de le comprendre. 3 appels manqués à Julie, puis 5, puis 9. Elle a fini par laisser un message vocal, « Chérie, j'ai juste besoin que tu comprennes ce qu'il fait. Il te lave le cerveau. » Et c'était tout. C'était cela qu'il avait achevé. Pas la banque, pas l'appartement, pas même la fiducie. C'était de perdre la seule personne qu'elle supposait devoir toujours rester neutre. Car la plus grande illusion de Clara n'était pas de penser que je plierais, c'était de croire que sa fille n'avait pas de colonne vertébrale. Julie n'a pas répondu. Elle a changé son message d'accueil sur sa messagerie le lendemain, « Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Beaumont. Laissez un message. » Pas Julie, pas Juliette, pas ce curieux mélange que Clara aimait utiliser lorsqu'elle rêvassait à son nouveau départ en faisant de Stéphane son beau-père. Juste Beaumont. Il s'avère que, face au choix entre le sang partagé et la vérité vécue, Julie n'a pas hésité. Elle n'a pas choisi la mère qui lui racontait des contes de fées autour de dîners de sushi. Elle a choisi l'homme qui ne mentait jamais. Ni sur ses défauts, ni sur ses limites, ni même sur son silence. En fin de compte, Clara n'a pas seulement perdu un mari. Elle a perdu son témoin. Et sans témoin, son histoire n'avait plus d'importance. Stéphane Maréchal s'était toujours considéré comme un séducteur. Le genre d'homme capable d'entrer dans n'importe quelle pièce, de décocher un sourire et d'en ressortir avec la femme, le travail ou la dignité de quelqu'un d'autre, selon son envie du jour. Il n'avait pas beaucoup changé depuis l'université. Des facettes dentaires plus récentes, des chemises plus moulantes, une Audi avec plus de technologie que de jugeote. Mais sous la surface, c'était le même homme, le même bluff. Il pensait avoir fait la bonne affaire quand Clara était revenue vers lui. « Tu es rayonnante », lui avait-il dit ce premier week-end dans l'appartement. « Il ne t'a jamais mérité. »
Elle s'était abreuvée de ses paroles comme une plante recevant enfin de l'eau, ignorant, bien sûr, les fissures du pot. Stéphane n'avait pas posé de questions. Il ne voulait rien savoir des contrats de mariage ou des délais de séparation légale. Pour lui, Clara gérait la situation. Elle parlait comme si les biens étaient déjà à elle. Elle riait de moi. Elle m'appelait Julien Ledoux. Elle disait que j'allais probablement pleurer sous la douche pendant un mois avant de finir par lui donner les mots de passe. Elle peignait le portrait d'un homme brisé, crédule, facile à écraser. Et Stéphane, ivre d'égo et de champagne à moitié pris, l'avait cru. Jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Il a ouvert pour trouver un homme en polo noir tenant un porte-document. Stéphane Maréchal? Oui. Vous êtes assigné à comparaître. Une enveloppe épaisse, du papier crème, de la vraie encre. À l'intérieur, une action en justice civile intentée sous la juridiction de l'État. Le demandeur, Julien Beaumont. Le motif, complicité d'atteinte à la structure des actifs d'une fiducie. Stéphane a parcouru la page avec une confusion grandissante, puis avec effroi. Enrichissement sans cause, responsabilité civile délictuelle. Le terme impliquant la fraude était en gras. 3 pièces jointes étaient énumérées. La première était une impression de la photo de champagne que Clara avait publiée, celle dont il était si fier. La deuxième était une transcription des SMS entre lui et Clara, horodatée bien avant la séparation officielle. Mais la troisième était un contrat de bail pour l'appartement signé par Stéphane, comportant une clause reconnaissant la réception du consentement d'utilisation de la propriété par le détenteur des actifs conjugaux communs, une case que Clara avait falsifiée. Et c'était là le piège. Elle n'avait aucun droit de signer cette ligne car elle n'avait jamais possédé l'actif, ce qui signifiait que Stéphane avait occupé un bien, en avait bénéficié financièrement et avait participé à la dissimulation de biens conjugaux sous de faux prétextes. Son visage est devenu blême. Il a appelé Clara. Elle n'a pas répondu. Il lui a envoyé un SMS, « C'est quoi ce procès de merde ? Tu avais dit que tout était commun. Tu avais dit que tu gérais. » La bulle de saisie est apparue, s'est interrompue, puis plus rien, parce qu'elle n'avait rien géré. Elle ne le faisait jamais. Il l'avait cru parce qu'elle était jolie, en colère et confiante. Et c'est une combinaison dangereuse pour un homme qui a passé sa vie à naviguer sur la confiance des autres. Ce soir-là, il s'est retrouvé assis face à son propre avocat, plus âgé, plus vif, avec un regard qui disait « Je peux déjà vous dire que vous avez fait une bêtise. Vous l'avez laissé signer des documents immobiliers pour un bien que vous n'avez jamais vérifié. » Elle a dit que c'était à elle. « Avez-vous vérifié ? » Eh bien, je ne pensais pas en avoir besoin, maître. Son avocat a soupiré, il ne s'agit pas d'un chagrin d'amour, mon garçon. Il s'agit d'un abus de confiance et de fraude fiscale et fiduciaire. Stéphane a dégluti péniblement. Est-ce que je peux simplement m'excuser ? Trouver un arrangement ? Vous pouvez essayer, mais s'ils ne veulent pas d'argent, s'ils veulent créer un précédent, vous allez passer un sale quart d'heure. Et c'est là qu'il a compris. Il ne s'agissait pas de lui soutirer de l'argent. Il s'agissait de s'assurer qu'aucun homme ne se sente en sécurité en volant la femme d'un autre tout en supposant qu'il pouvait aussi lui voler sa vie, sa maison ou son nom. Stéphane n'avait jamais été le véritable trophée. Il était l'instrument, le scalpel que Clara avait utilisé pour découper sa vieille vie. Mais ce qu'aucun d'eux n'avait réalisé, c'est que le manche était toujours entre mes mains, et que la lame était en train de se retourner. Elle a demandé un rendez-vous comme si elle avait encore un moyen de pression. Dites-lui que je veux le voir en personne, disait son message envoyé à mon avocat. Il me doit bien ça. Ce mot encore, devoir. Comme si les 15 années passées à nettoyer ses bêtises, à protéger sa note de solvabilité ou à rembourser discrètement le prêt automobile qu'elle avait co-signé pour son frère paresseux n'avaient pas suffi. Comme si je n'avais pas déjà payé cette dette 10 fois avec mon silence, ma stabilité, ma retenue. Mais j'ai dit oui, parce qu'à ce moment-là, j'avais compris quelque chose qu'elle ignorait encore, elle n'avait pas besoin d'une réconciliation, elle avait besoin d'un public. Nous nous sommes retrouvés dans un immeuble neutre du centre-ville, au 3e étage, dans une salle de réunion dotée d'une longue table en acajou et de parois vitrées. Son avocat n'est pas venu. Il s'était déjà récusé après avoir réalisé à quel point il était dépassé par les événements. Il ne voulait probablement pas se trouver dans la pièce lorsque l'iceberg ferait surface. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Elle s'est présentée avec 9 minutes de retard.
Lunettes de soleil, rouge à lèvres foncé, cette veste qu'elle portait toujours lorsqu'elle voulait se donner une contenance. Mais cela ne cachait pas la panique dans ses yeux. Son assurance s'était réduite à un défi fragile. Jolie pièce, a-t-elle dit en s'asseyant sans me saluer. J'ai fait glisser le dossier de l'autre côté de la table. Elle ne l'a pas touché. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, déjà agacée. Ta vie sur papier, ai-je dit. Elle l'a ouvert, s'attendant à du bruit. À la place, elle a trouvé du silence imprimé. Pièce A, publication sur les réseaux sociaux avec Stéphane. Horodaté, géolocalisé. Pièce B, transcription des SMS récupérés depuis sa sauvegarde cloud synchronisée. Des flirts alors qu'elle était encore mariée, des plaisanteries sur la façon de démanteler Julien lentement. Pièce C, enregistrement audio de son appel téléphonique avec Mireille. La partie où elle disait « Je vais lui faire croire que je suis encore indécise, juste le temps d'encaisser l'argent ». Sa main s'est arrêtée sur cette page. Elle a levé les yeux. « Tu m'as enregistré ?» ?»« Non, ai-je dit. » C'est Mireille qui l'a fait. Apparemment, elle pensait être la véritable complice en chef. Il s'avère que la trahison ne s'accompagne pas d'un programme de fidélité. Le visage de Clara s'est vidé de son sang. Puis est venue la clause. Je l'avais surlignée pour elle. Section 14b, toute tentative d'extorsion émotionnelle, de manipulation ou de tromperie intentionnelle envers le constituant dans un but de gain financier entraînera la déchéance totale de tous les droits sur les biens conjugaux ou les actifs de la fiducie. Elle l'a lu 3 fois. Quand elle a parlé, sa voix a déraillé. C'est de la folie. Non, ai-je dit. C'est notarié. Elle a serré les dents. Tu ne peux pas m'effacer comme ça. Je ne t'ai pas effacé. Tu t'es radié toi-même du grand livre. J'ai juste refermé le livre. Tu penses que ça te rend fort? Non, ça me rend libre. Elle a feuilleté quelques pages de plus. Il y avait des déclencheurs financiers qu'elle ne comprenait pas, des liquidations automatiques, des transferts programmés, des récupérations d'actifs, des choses sur lesquelles elle n'avait jamais posé de questions alors qu'elle était trop occupée à prétendre que notre mariage était une prison. Tu m'as caché tout ça. Tu n'as jamais regardé, ai-je dit calmement. Tu étais trop concentré sur ce que tu méritais pour remarquer ce qui était protégé. Elle a refermé le dossier, tremblante. Ce n'était pas de l'amour. Je n'ai pas répondu. Tu ne m'aimais pas. Et alors, je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais j'aime la loi. Pour la première fois, elle n'a pas eu de réplique. Pas un bon mot, pas une tentative de manipulation. Pas de larmes de crocodile. Juste du silence. Le genre de silence qui emplit l'espace après que le marteau d'un juge est tombé. Elle s'est levée trop vite, bousculant légèrement sa chaise. J'espère que tu es fier de toi. J'ai hoché la tête lentement. Je le suis. Elle a ouvert la porte pour partir, s'est arrêtée, a presque dit quelque chose, puis est sortie sans un au revoir, sans spectacle, laissant simplement l'écho creux de ses talons hauts dans un couloir qui ne lui appartenait pas. La pièce est restée immobile. Il ne restait plus que le dossier, encore tiède là où ses doigts s'étaient posés, et le poids indéniable d'une guerre achevée, non pas avec des musiques de victoire ou des acclamations, mais avec un bilan parfaitement équilibré. Et une femme qui comprenait enfin ce que signifie être surpassée en stratégie par l'homme qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre. L'enveloppe est arrivée un mardi. Sans coursier, sans coup de sonnette, sans besoin de signature. Juste un pli blanc discret glissé dans la boîte aux lettres de Clara, comme un bruit de banlieue ordinaire. Elle ne l'a même pas remarqué au début, attendant la fin de l'après-midi pour se décider enfin à marcher jusqu'au bout de l'allée. Enveloppée dans un gilet 2 fois trop grand pour elle, portant son mascara de la veille et 3 jours de regret, elle l'a déchiré sans enthousiasme, s'attendant à une nouvelle mise à jour juridique. Peut-être un dépôt administratif rébarbatif sur les prochaines étapes ou une date d'audience provisoire. Ce qu'elle a reçu à la place, c'était la finalité. À l'intérieur ne se trouvaient que 2 documents. Le premier s'intitulait Notification de dissolution irrévocable de l'autorité de la fiducie conjugale privée. Le second, exécution du transfert de toutes les réclamations conjugales annulées. Pas de nom de juge, pas de sceau départemental, pas de numéro de dossier, car cela n'avait pas été déposé auprès du tribunal de la famille. Cela provenait directement de l'administrateur de la fiducie, et c'était réglé. Tous ses droits restants, les actifs,
la pension alimentaire, et même son nom sur les registres fonciers avaient été invalidés, non pas négociés, non pas réduits, mais annulés. Car en vertu de la fiducie privée que nous avions tous deux signée, dès l'instant où elle avait enfreint la clause 9 puis la clause 14, le processus de dissolution pouvait être déclenché et finalisé uniquement par la procédure administrative prévue dans le cadre conjugal. Les tribunaux n'étaient pas nécessaires. J'avais inscrit la fin dès le commencement. Elle a lu et relu la lettre d'accompagnement, les mains tremblantes désormais, le pouls battant derrière ses yeux. Prend effet au moment précis où vous m'avez dit que vous ne m'aviez jamais aimé. C'était la phrase. Pas de menace, pas de colère, juste un coup de couteau horodaté en texte clair. Clara se tenait dans sa minuscule cuisine, tout ce qui restait de sa grande évasion, et regardait autour d'elle comme pour essayer de se rappeler comment tout cela avait commencé. Le champagne, la photo, les rires, tout s'était évaporé. Stéphane était parti. Il avait déménagé 2 semaines plus tôt, après avoir reçu l'avis de poursuite. Il avait dit qu'il devait repenser à certaines choses et avait disparu à nouveau dans l'orbite de son ex-femme, où le drame s'accompagnait au moins d'une garde partagée et d'une BMW d'occasion. Mireille ne répondait plus aux appels. L'appartement avait été récupéré par la SCIJM Immobilier. La résiliation du bail n'avait même pas fait de bruit. Même Julie était restée silencieuse. Elle s'est assise à la table écaillée, a plié les papiers, puis les a dépliés à nouveau, comme s'ils pouvaient changer en clignant fort des yeux. Puis elle a pris son téléphone. Dernier contact, maître Sébastien Pascal. Elle a fixé l'écran comme s'il l'avait trahi. Ce n'était pas qu'il était indisponible. C'était qu'il en avait fini, car aucun avocat n'aime se présenter dans une salle d'audience en tenant une mallette vidée en représentant une cliente discréditée. Elle a ouvert l'application de sa galerie photo par réflexe, comme un fantôme cherchant son reflet. Elle est remontée jusqu'à la photo avec Stéphane, celle du champagne. Elle était toujours là. Même pose, même sourire suffisant, mais désormais l'image lui donnait la nausée. Elle a appuyé sur supprimer, puis s'est arrêtée, car cette photo était le déclencheur à l'instant précis où elle avait choisi les feux d'artifice plutôt que les fondations. Et on ne supprime pas une pierre tombale. La pièce autour d'elle était trop calme. Pas de ronronnement de lave-vaisselle, pas de musique, juste le compresseur du réfrigérateur qui s'allumait et s'éteignait comme un métronome fatigué. Elle a repris la lettre une dernière fois, passant ses doigts sur le sceau en relief. C'était bien réel. Pas un projet, pas une menace, juste la fin. Non pas d'un mariage, mais d'un récit. Elle avait passé des années à prétendre que j'étais une note de bas de page dans son histoire. Elle n'avait pas réalisé que j'en étais le monteur final.